Bonsoir à tous. À la une aujourd'hui, le président français est attendu au Maroc la semaine prochaine. On revient sur ce déplacement sur les enjeux parlant de ce déplacement avec Emmanuel Dupuy, président de l'IPSE. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Carlyle et bonsoir à vos co-débatteurs. Le sommet d'Afrique s'est ouvert ce mardi 22 octobre à Kazan. Que représente ce sommet pour les États africains? Ce sera l'objet de la deuxième partie. Mais avant d'aborder ces deux sujets d'actualité, j'aimerais vous faire voir une vidéo réalisée par la rédaction du Rond-Point Média en collaboration avec Global sur une situation assez inédite qui s'est produite en RDC. Au pays de la rumba, on peut être chômeur et à la fois député et sénateur. Ne bougez pas, on vous explique tout. Un homme se présentant comme Israël Bongo a été démasqué après avoir usurpé l'identité d'un député pendant près de 6 mois. Il participait donc aux côtés d'autres élus aux séances plénières. Selon certains médias congolais, il a été vu dans diverses situations officielles, allant jusqu'à se présenter comme sénateur dans certains reportages. Dans d'autres circonstances, il se présentait aussi souvent comme un entrepreneur ou comme un pasteur. Cette imposture a été dévoilée lors d'une réunion à l'hôtel Béatrice où il a été arrêté par les autorités compétentes. Ce phénomène d'usurpation d'identité dans les sphères politiques et administratives n'est pas nouveau en RDC. Comme dirait le rappeur Booba, la piraterie n'est jamais finie. Que dire Non, par contre, cela soulève un vrai problème d'identité. Je crois que le continent africain a besoin de savoir quels sont ses habitants, quels sont ses citoyens, et chaque autorité devrait réfléchir avec beaucoup de vigilance à la manière d'identifier chacun de ses membres. Alors là, effectivement, il s'agit d'une grosse négligence. Déjà, on peut difficilement être député et sénateur en même temps. Et être pasteur aussi. Alors, on peut être pasteur et c'est possible. Exercer une fonction élective. On ne peut pas exercer une fonction dans la chambre haute et dans la chambre basse. Ouais. Ça paraît déjà un peu assez baroque. Mais bon, c'est effectivement assez... assez... Bissami, c'est votre pays voisin. Hein? Ah oui. Oui. Moi, je pense qu'il y a vraiment eu de la négligence au niveau des autorités compétentes parce que je pense que normalement, il y a une vérification à chaque fois. Une personne ne peut pas accéder au Parlement comme ça aussi facilement sans qu'il y ait vérification d'identité. Je pense qu'il y a vraiment eu une négligence et ce n'est pas quelque chose à négliger. Il faut vraiment le prendre au sérieux. Surtout que ce n'est pas pour la première fois, hein, comme on le dit dans le reportage. Très bien, on va parler d'actualité avec, comme je le disais, ce déplacement au Maroc du président français. Emmanuel Macron et son épouse sont attendus au Maroc du 28 au 30 octobre. Emmanuel, pourquoi ce déplacement a-t-il longtemps été repoussé ? Pour des raisons évidentes de fracture ou de brouille prolongée entre nos deux pays. Il faut se souvenir que la brouille remonte quand même aux années de la présidence de François Hollande, à 2017-2018, au cours duquel la France avait émis quelques doutes sur la nature démocratique. C'est pas moi qui le disais, mais une ministre de la Justice qui à l'époque était... voilà que le nom m'échappe. Française ou marocaine? Française. Bref, la ministre de la Justice française de l'époque. Nicole Belloubet? Non. Bon, peu importe, ça m'en revient. Et donc cette brouille remonte évidemment à une affaire particulière concernant l'arrestation, la volonté d'interroger le chef du service de renseignement marocain qui s'était déplacé en France. Ensuite, la brouille a davantage porté sur la nature de notre relation. La France et le Maroc sont de vieilles amies, on peut l'exprimer ainsi. Christiane Taubira étant le nom de la ministre de la Justice que je cherchais tout à l'heure. Et cette relation s'est un peu obscurcie quand la France n'a pas répondu aussi vertement et aussi promptement que certains partenaires européens quant à la reconnaissance de la marocanité du Sahara. C'est là le nœud gordien de la crise entre la France et le Maroc, car la France, contrairement à d'autres pays, les États-Unis en octobre 2020, l'Espagne en avril 2021, sont allés beaucoup plus loin que n'avait fait la France en 2007, à savoir de mettre en avant que dans le cadre de l'autodétermination qu'appellent de ses voeux les Nations Unies, depuis la rétrocession de ce territoire qui fut autrefois une colonie espagnole en 1975 à l'autorité de tutelle, la souveraineté marocaine étant ancienne, 1300 ans de souveraineté sur le Sahara occidental comme du reste sur le Sahara oriental, un certain nombre de pays s'étaient montrés beaucoup moins enclines à soutenir
cet effort de reconnaissance de la marocanité du Sahara. La France ne l'a fait que très récemment, le 30 juillet dernier, à l'occasion donc de la fête du trône, qui célèbre le jubilé du noces d'argent, 25 ans de règne du roi Mohamed VI, comme un geste de réconciliation ou d'apaisement. Ceci dit, il manquait l'essentiel, que ce geste s'accompagne d'une action ou d'une mise en œuvre de ce rapprochement ou de ce rabibochage, si on peut s'exprimer ainsi, entre la France et le Maroc. C'est désormais chose faite avec Mohamed VI, qui a officiellement invité le président français et son épouse, ainsi qu'une énorme délégation, 150 personnes, chefs d'entreprise, amis du Maroc, à se rendre dans le royaume d'ici quelques jours. Justement, est-ce qu'on a une idée du programme qui attend le couple présidentiel de sa délégation? Oui, tout ça a été rendu public, tout ça a été savamment orchestré comme une manière de dire que tout va mieux et que, en gros, toutes les brouilles doivent être rangées comme à perte et profit, sous la rubrique perte et profit. La visite est purement symbolique. Évidemment, le président français, comme son épouse, va être accueilli solennellement au palais avec la remise de décorations, réciproquement. Moulay Hassan, le jeune héritier, le prince héritier, va être élevé grand officier ou grand croix même de la Légion d'honneur. Le président Emmanuel Macron va recevoir le Wizam, la Wizam Mohammedi, c'est-à-dire la plus haute distinction marocaine. Donc ça, c'est pour le symbole. Et ensuite, il y aura la dimension plus économique. La France, déjà, depuis quelque temps, avec cette volonté de s'inscrire dans la reconnaissance du projet d'autonomie proposé par le Maroc depuis 1975, évidemment, lorgne ou ambitionne d'être un acteur économique qui maintient sa place au Maroc, parce que je crois que c'est ça qui est important. La brouille entre la France et le Maroc a bénéficié à d'autres. Elle a bénéficié à certains partenaires européens. La France et l'Espagne furent puissances tutélaires jusqu'en 1956, entre 1912 et 1956, et donc l'Espagne, depuis maintenant 2 ans, est le premier partenaire du Maroc, devant la France, avec le phénomène donc du jeu gigogne qui fait que la proximité ou la reconnaissance plus évidente, plus emblématique de l'Espagne a évidemment amené les entreprises espagnoles à être plus actives au Maroc et les entreprises marocaines à être plus à l'écoute des entrepreneurs espagnols. Et puis, évidemment, il faut aussi mettre ça dans un contexte plus large. Le Maroc joue un rôle très important. C'est un pays qui désormais a stabilisé ses relations avec l'État d'Israël à travers les accords d'Abraham en octobre-novembre 2020. Il fait partie des pays africains qui désormais reconnaissent l'État d'Israël, l'Égypte, le Soudan et le Maroc, aux côtés d'autres pays du Golfe et la Jordanie à partir de 1994, mais depuis 2020, Bahreïn et les Émirats arabes unis. Donc là aussi, il y a un rattrapage de la part des entreprises françaises qui, de facto, retrouvent une nouvelle concurrence, les entreprises israéliennes, de plus en plus actives, les entreprises émiriennes, dans les secteurs dans lesquels elle a encore une légitime ambition. L'hydrogène vert. Le Maroc sera une puissance émergente par rapport à cette énergie renouvelable, notamment par rapport au projet gazier dont elle est à la tête, avec cette immense infrastructure qui est en cours de gestation, le gazoduc qui va relier le port des Lekki, le port en eau profonde des Lekki au Nigeria, au port de Tanger, qui va nous permettre donc d'être moins dépendantes de certains producteurs gaziers. La dimension du transport et des mobilités est importante. Le Maroc a désormais investi dans le secteur du tourisme. Près de 12, 13, certains disent 15% du PIB provient du tourisme. Là aussi, les investissements français en matière touristique sont nettement en deçà d'autres investisseurs d'autres pays, notamment du pays du Golfe. Puis le dernier point, comme je le disais, la mobilité, avec des Marocains qui veulent se déplacer de plus en plus dans leur pays, avec ce projet d'extension du Borek. Le Borek, ça ne vous dit pas grand-chose, c'est le TGV marocain que la France et que Emmanuel Macron avaient inauguré déjà en 2021, entre la ligne de Tanger-Kenitra jusqu'à Casablanca. Désormais, le grand projet consiste à la prolonger vers Agadir et vers Marrakech. C'est le centre d'Afrique, non le premier. C'est le premier TGV africain, absolument. Parlant d'Emmanuel Macron avec sa relation avec le roi Mohamed VI, je pense que ce voyage démontre qu'officiellement les deux hommes ont enterré l'âge de guerre.
Ils ont apuré leurs différends. Hein. Il faut quand même rappeler, comme je le disais, cette histoire à l'époque de Christiane Taubira, quand elle était mise à justice et demander des comptes parce qu'il y avait une plainte pour acte de torture à l'écart de Hamouchi. Mais il y avait aussi l'affaire Pegasus. Alors, il y avait l'affaire Pegasus. Je n'ai pas entendu parler de ce sujet. Il y avait l'affaire Pegasus qui est arrivée bien plus tard, mais l'affaire Pegasus n'était qu'un prétexte. L'affaire Pegasus consistait à ce que le président français prenne ombrage du fait que, selon certaines sources, il y avait eu espionnage sur un certain nombre de téléphones de ses ministres, peut-être même du sien. En tout cas, qu'il y avait une tentative d'écoute illicite, donc eu égard au logiciel espion proposé par la société Pegasus et la société NSO, société israélienne. Au lieu d'accuser Israël, le président avait accusé le Maroc. Mais en fait, c'est un logiciel israélien avant d'être un logiciel marocain. Qui a pu être commandé marocain. par les Marocains aussi. Et l'argument était de dire que c'était un logiciel qui aurait pu être utilisé par le Maroc, car Israël l'avait fourni au Maroc. Très bien. Et maintenant, cette reconnaissance de la marocanité du Sahara a fâché certaines personnes, dont l'Algérie. Oui. Le président Tebboune. Il en faut peu pour fâcher l'Algérie. Le président Tebboune qui était attendu à Paris cet automne a annulé sa visite d'État. Comment on peut officiellement gérer ces relations quand on est président de la République française avec l'Algérie et le Maroc? C'est assez compliqué. Hein. Il faut forcément choisir. Il suffit de faire comme l'avait fait Jacques Chirac. Jacques Chirac avait très bien manié cela. À l'époque, c'était le président Abdelaziz Bouteflika qui était au pouvoir en 2004-2005, en signant un accord stratégique ou en prétendant vouloir signer un accord stratégique avec Alger et en même temps en ne déshabillant pas Pierre pour habiller Paul, comme l'on dit. C'est-à-dire que l'on peut très bien être ami de Rabat tout en n'étant pas ennemi d'Alger, à condition que du côté de la rive sud de la Méditerranée, en l'occurrence en Algérie, on le veuille. Et c'est là où la donne a un peu changé. Ah, du coup, il y a plus de résistance du côté de... La résistance est algérienne. Il suffit d'écouter le président Tebboune qui récemment sur la chaîne d'Al Jazeera, sur la chaîne Al Jazeera, a distillé sa bille contre la France en mettant en gros en accusation la France sur tous les problèmes que connaît l'Algérie. Si l'Algérie n'a pas émergé comme une puissance émergente, c'est la cause du substrat colonial. Si l'Algérie n'a pas réglé son problème avec les Algériens de France, c'est parce que la France a accueilli des Algériens qui avaient combattu contre l'armée de libération nationale et la FLN pendant la guerre entre la guerre d'Algérie. Si la crise que nous connaissons aujourd'hui entre Paris et Alger est une réalité, c'est parce que la France a cédé aux sirènes marocaines, ainsi de suite, ainsi de suite. La question n'est pas tant de savoir comment on trouve une façon de dialoguer avec les deux, mais d'avoir un bon interlocuteur. Or, tout le monde sait que le président Tebboune n'est pas au pouvoir. Et que quand on discute avec Alger, on ne discute pas avec un président légitimement élu, mais on discute avec des militaires qui ont élu un président. Souvenez-vous cette phrase de Clausewitz dans un autre contexte. Il n'est pas légitime le président Tebboune, c'est ce que vous dites? Ah non, tout le monde sait que le président Tebboune est entre les mains des services de renseignement algériens et des forces armées algériennes. Clausewitz disait, il y a de cela 200 ans, il y a des pays qui ont des armées et il y a des armées qui ont un pays. Ça s'adapte assez bien à l'Algérie. L'Algérie est entre les mains des sécuritocrates qui, pour une raison que l'on peut comprendre, il y a eu un attentat il y a encore quelques heures en Algérie où un djihadiste a égorgé un touriste dans le sud du Sahara, sur la question de la sécurité, ou par rapport à la question de la sécurité algérienne, il y a eu un raidissement à partir de 1992. Très bien, on va parler maintenant du sommet des BRICS, on est pris par le temps. Le président russe accueille depuis ce mardi une vingtaine de dirigeants étrangers pour le sommet annuel des BRICS. Que représente cette fenêtre diplomatique pour Vladimir Poutine? Est-ce qu'il s'agit d'un pied de nez fait aux Occidentaux? Alors, je suis beaucoup plus dubitatif sur l'idée que les BRICS seraient un groupe anti-occidental. J'en veux pour preuve ce qu'a dit Narendra Modi, et d'une certaine façon, je vais faire un peu son exégèse. Les BRICS n'est pas un groupe anti-occidental, c'est un groupe non occidental. Ça dit bien ce que ça veut dire. Il y a un certain nombre de pays qui sont membres des BRICS, mais qui sont membres d'autres organisations, sans qu'ils soient d'ailleurs totalement en soutien à la Russie par rapport à son crime d'agression mené depuis le 24 février 2022 en Ukraine. Il y a un certain nombre de pays qui ont beaucoup de griefs tout en appartenant aux BRICS. Si on prend l'élargissement d'août 2023 à Johannesburg, l'Éthiopie est venue rejoindre, l'Éthiopie et l'Égypte sont venus rejoindre l'Afrique du Sud. On sait que l'Éthiopie et l'Égypte sont quasi en état de guerre sur la question de la souveraineté des eaux sur le Nil
par rapport au barrage de Renaissance. Si on connaît depuis 1962 le litige entre l'Inde et la Chine, alors il s'est un peu atténué avec une signature d'un protocole allant à mener des patrouilles communes le long de la frontière entre la Chine et l'Inde, là, il y a quelques heures, à Kazan. On pourrait rajouter d'autres conflits, j'en avais noté moult, notamment entre le Nigeria et l'Afrique du Sud. Car si le Nigeria rentre là, comme on le prétend, elle est candidate, elle se retrouvera en candidature en opposition avec l'Afrique du Sud, voire avec l'Égypte, pour obtenir 2 places de membres permanents du Conseil de sécurité. On pourrait rajouter aussi des tensions évidentes qui peuvent exister entre les Émirats arabes unis, qui sont des nouveaux entrants, des impétrants depuis le sommet de Johannesburg, et éventuellement le Qatar, qui a fait aussi sa demande pour entrer. Donc on voit bien que c'est un bloc assez hétéroclite, tout comme l'est le Sud, qui n'est pas global. Le Sud est, entre guillemets, hétérogène. Il y a un certain nombre de pays qui, parfois, ont des coopérations plus fortes avec l'Occident, un certain nombre de pays qui récusent cette relation. Le Venezuela est candidat, le Nicaragua est candidat, Cuba est candidat, la Biélorussie est candidat. Là, ce sont des alliés de Vladimir Poutine. Et puis, il y a d'autres pays, comme l'Algérie est candidate, je ne l'oublie pas, mais d'autres pays qui sont beaucoup plus souples. La Thaïlande, l'Indonésie, le Vietnam, premier partenaire économique des États-Unis en Asie du Sud-Est. Donc, on ne peut pas dire que ce soit que des amis de Vladimir Poutine. Il faut bien avoir à l'esprit que quand les BRICS ont été créés en 2005, puis les BRICS en 2009, c'était pour concurrencer une autre organisation, l'Organisation de coopération de Shanghai, comme son nom l'indique, qui est l'instrument de la Chine. Les BRICS voulaient l'instrument de la Russie. Or, en élargissant à des pays qui ont leur mot à dire, l'Afrique du Sud, le Brésil et l'Inde, Vladimir Poutine a un peu perdu son outil, qui n'est pas, encore une fois, un outil anti-occidental. Lui-même, lors de la conférence de presse annonçant le sommet de ces derniers jours à Kazan, a repris la parole de Narendra Modi en disant que les BRICS n'avaient pas été créés contre l'Occident. La seule chose, et je m'en termine là parce que je suis très bavard, la seule chose qui est un game changer, comme on dit, c'est sur le plan de la finance internationale. D'ailleurs, même le président Emmanuel Macron l'a dit lors de son discours à l'Assemblée générale des Nations Unies, il faut dédollariser l'économie mondiale. Il faut remettre en cause le système de Bretton Woods. Précisément, la Banque de développement des BRICS, 159 pays veulent avoir des coopérations avec cette banque. Ça ne veut pas dire qu'ils se désolidarisent du FMI ou de la Banque mondiale, mais ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, on a pratiquement 45% des transactions mondiales qui sont faites en dollars. Il faut que l'euro remonte comme une monnaie d'échange, tout comme le rouble ou le yuan renminbi. Mais là, les BRICS peut être aussi un moyen, un appât pour la Russie, pour les pays africains, de la part de la Russie ou pas? Je crois qu'il y a certains dirigeants africains qui... La RDC est membre et la RDC s'attend effectivement à ce que Vladimir Poutine choisisse de soutenir Kinshasa plutôt que Kigali. Alors là, effectivement, les BRICS peuvent être un palliatif de ce que ne font plus un certain nombre d'organisations internationales. Mais en disant cela, j'ai encore en tête les images d'hier soir où vous aviez Moussa Mahamat Faki, le toujours président en exercice de l'Union africaine, à côté d'Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, dont on ne peut pas dire que ce soit un ami de Vladimir Poutine. Justement, Antonio Guterres qui va rencontrer Vladimir Poutine demain, c'est la première rencontre entre les deux hommes depuis avril 2022. Qu'est-ce qu'il faut attendre de cette rencontre? Déjà, c'est singulier qu'ils se rencontrent. Ouais, je rappelle quand même aux téléspectateurs que Vladimir Poutine est sous le joug d'une enquête théoriquement que devrait mener la Cour pénale internationale et d'un mandat d'arrêt qui obligerait chaque pays qui a signé le traité de Rome, ce n'est pas le cas de la Russie parce qu'elle ne l'a ni signé ni ratifié, devrait donc arrêter Vladimir Poutine. Donc je trouve que cette rencontre n'a pas un intérêt majeur, si ce n'est pour Antonio Guterres de rappeler ce que la communauté internationale veut et souhaite pour l'avenir pacifié de l'Ukraine, et Vladimir Poutine de rappeler la manière dont il entend peser avec une certaine forme d'orientalité sur le déroulement des opérations en Ukraine. Très bien, merci beaucoup Emmanuel. Alexandre, c'est quoi votre chiffre du jour? Alors 100%
naturel, ça inspire confiance à premier abord. Pourtant, sous cette façade rassurante se cachent des dangers bien réels. Donc on peut retenir les noms Bazooka, Cure-dent Gourou, Erect, E40. Ces noms évoquent peut-être des armes et pourtant ils s'attaquent à bien plus fragile, la santé. Les autorités maliennes sont passées à l'assaut contre ces aphrodisiaques qui sont vendus sous l'étiquette trompeuse de 100% naturel. Qu'est-ce qui se cache derrière ces produits? Alors, sildenafil, taldalafil, non, ce n'est pas des nouvelles matières qui empêchent de transpirer. Au contraire, ces petites molécules qui sont dans des doses aphrodisiaques font monter la température et pas qu'un peu, elles chauffent tellement qu'elles peuvent déclencher des AVC, des infarctus quand elles sont consommées sans modération. Donc après ces analyses poussées, le laboratoire national de la santé malienne a révélé que certains aphrodisiaques vendus à la sauvette dans les rues de Bamako sont surdosés en substances dangereuses. Et il s'agit là d'un problème de santé publique, hein, comme disent les autorités maliennes. Exactement, l'abus de ces produits n'est pas anodin. Au Mali, les autorités tirent la sonnette d'alarme. Les consommateurs, ils ont tendance à dépasser ces doses recommandées, pensant que ce surdosage augmenterait l'effet recherché, alors qu'au contraire, cela expose à des risques élevés d'effets indésirables graves. Et donc, le résultat, ils ont interdit d'importer, de vendre et de consommer ces aphrodisiaques. Mais ce phénomène n'est pas limité qu'au Mali. Absolument. Ce problème de santé n'est pas isolé ni nouveau. D'autres pays africains ont déjà tenté de régler ce marché, réguler, pardon. En Côte d'Ivoire, par exemple, l'autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique a suspendu la commercialisation de certains stimulants, déjà il y a 6 mois, en avril, dénonçant leur dangerosité. Donc, sur le continent, ces produits prolifèrent non seulement sur le marché physique, mais aussi digital, sur Internet, ce qui complique la régulation, avec des dosages pouvant atteindre 5 à 10 fois la norme autorisée. Et certains produits subissent même des dégradations supplémentaires après avoir été exposés longtemps au soleil. Aussi sociologiquement, cette consommation excessive est liée à une quête de performance, parfois nourrie par des injonctions virilistes. Le danger donc réside non seulement dans les risques pour la santé physique, mais aussi dans la pression qu'elle impose. Donc il y a quand même une certaine ambiguïté autour de ces pratiques. C'est un autre débat qui émerge. Ces interdictions pourrait-elle stigmatiser des pratiques ancestrales de l'usage de plantes et de racines naturelles? Donc à Bamako, la confusion règne, surtout pour les commerçants. Comment faire la différence avec le terme 100% naturel qui est assez ambigu, utilisé dans des restrictions, pourrait freiner la valorisation de remèdes vraiment traditionnels, souvent perçus comme bénéfiques. Donc la frontière entre médecine moderne et savoir traditionnel devient floue. Alors faut-il tout interdire au risque de pénaliser des pratiques traditionnelles? Merci beaucoup Alexandre. Avec Bissamy Bruton, on parle de cinéma. C'est ça. Avec le Festival international du film panafricain de Cannes. De quoi s'agit-il? Alors le Festival international du film panafricain de Cannes est un événement majeur qui met en avant le cinéma africain, mais aussi les œuvres de la diaspora. Alors ce festival se déroule chaque année en parallèle du Festival de Cannes, offrant une plateforme aux cinéastes africains et aux films abordant des thématiques africaines. Et le festival vise à promouvoir la diversité culturelle et à célébrer les talents émergents du continent. Quelles sont les attentes cette année? Alors les attentes cette année sont, on peut relever 3 attentes, à savoir premièrement la visibilité pour les films africains. Le festival cherche à augmenter la visibilité des producteurs africains sur la scène internationale. Et deuxièmement, nous avons les échanges professionnels. Alors, les ateliers, des conférences, des tables rondes qui permettront aux professionnels du secteur d'échanger et de partager les expériences. Et troisièmement, nous avons également la promotion de la culture. Donc l'événement cherche à mettre en avant les richesses et les cultures africaines à travers le cinéma, des projecteurs de films et des documentaires et aussi des courts-métrages. Quels sont les stars qui sont attendus à ce festival?
Alors, le festival attire souvent des personnalités influentes du cinéma, des acteurs et réalisateurs de renom tels que Omar Sy, et Aïssa Maïga et Fatoumata Diawara qui sont souvent présents. D'autres talents émergents ainsi que des producteurs et des distributeurs internationaux sont également attendus pour soutenir et découvrir des nouvelles œuvres. Très bien, merci beaucoup, Samuel Bruton. Merci Emmanuel Dupuis d'avoir C'est un plaisir. rejoint la bande pour ce numéro. Et merci Alexandre, merci à Romain Kiko de Menk à la réalisation. Bande agréable. Bravo pour vos reportages. Merci, c'est gentil. Bien formé. Merci à vous, portez-vous bien et à demain.